Bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Très heureux de vous retrouver pour l'émission Majuscule Propos. Ce soir, nous allons parler du Commonwealth et de l'OIF, les deux organisations des deux organisations en tout cas à laquelle, en tout cas auxquelles le Rwanda appartient aujourd'hui. On se pose la question de savoir comment appartenir aux deux organisations, mais surtout pour quel intérêt. Si nous parlons du Rwanda, c'est un pays africain et c'est un des pays en tout cas qui n'ont pas eu d'histoire coloniale avec le Royaume-Uni. C'est Commonwealth, ou cette organisation qui est née, en tout cas qui a émergé au milieu des années, du siècle, du XXe siècle, notamment avec le soleil des indépendances ou la décolonisation de certains territoires, de certains pays, aussi bien en Afrique que même ailleurs dans le monde. Ce Commonwealth, c'est une organisation qui a ses particularités dont parfois on a tendance, ou souvent on a tendance à les comparer à l'Organisation internationale de la francophonie. Pour un peu comprendre déjà le contexte dans lequel les deux organisations sont nées et surtout dans quel contexte les deux organisations fonctionnent et surtout où se retrouvent-elles, où se différencient-elles. Nous avons des gens bien avertis, des gens qui connaissent l'histoire, la géographie, mais surtout qui comprennent bien certains enjeux, certains intérêts, aussi bien politiques que économiques que les deux organisations prônent, mais également d'autres intérêts d'ordre social, d'ordre culturel, et j'en passe les meilleurs. Ici, dans nos studios, nous sommes avec le docteur Emmanuel, ou l'honorable docteur Emmanuel Havudimana. Il est membre du Sénat et surtout il fait partie de la commission sénatoriale en charge des affaires étrangères. C'est ça, docteur? Oui, c'est ça. Mais je rappelle également que vous avez un doctorat en géographie et Le doctorat, c'est en écologie humaine. En écologie humaine. La géographie, c'est également votre domaine. Oui, Voilà. La licence en géographie, Voilà. la maîtrise en aménagement du territoire, le doctorat est en écologie humaine. Voilà. Vous comprendrez maintenant et surtout qu'il est là un homme bien averti. Nous sommes également rejoints par le Rwando-béninois Damien Mouzoun. Il est fondateur de Aina Think Tank. C'est cette organisation aujourd'hui qui travaille pour un nouveau leadership en Afrique. Cette organisation qui se base sur la conscientisation et surtout la révolution de la conscience des jeunes Africains en ce qui concerne le leadership et surtout la prise de conscience des responsabilités qui sont les leurs aujourd'hui et même demain pour ce qui est du développement socio-économique de l'Afrique. Bienvenue dans le studio, Damien. Merci beaucoup de m'avoir encore ici. Voilà. Docteur, j'aimerais bien peut-être vite fait là, nous sommes dans la ferveur et surtout le Rwanda qui vient d'accueillir cette conférence des chefs d'État et de gouvernement, 26e conférence des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth appelée CHOGM. Ça a été toute une ferveur au Rwanda, mais également tous les yeux, toutes les caméras du monde étaient rivées vers le Rwanda. Déjà, on doit comprendre aujourd'hui, ça a attiré plusieurs commentaires, plusieurs réactions. Ça fait quoi déjà ce Rwanda qui n'a rejoint cette organisation qu'en 2009, on doit rappeler peut-être les faits, que moins de 15 ans après, ce Rwanda puisse accueillir une conférence aussi importante pour une organisation aussi importante. Déjà, ça signifie quoi? Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs de cette conférence qui vient de se tenir dans notre pays. Et avoir l'audace d'accueillir le Commonwealth, c'est-à-dire Commonwealth of Nations, Head of State and Government Meeting, CHOGM. C'était un pari très risqué,
mais que nous avons gagné avec brio. Comme vous le dites, le Rwanda est membre uniquement depuis 2009, ça fait 13 ans seulement. Et depuis 1999, quand il avait donné sa candidature, on lui avait rétorqué que le Rwanda n'avait pas d'histoire avec l'Empire britannique, ce qui est vrai. Mais après avoir examiné la candidature, réalisé les actions, le leadership du pays, ils se sont rendus compte que, comme le Mozambique avait été déjà accueilli avant et qui était un pays lusophone, il n'y avait pas de raison qu'on n'accepte pas le Rwanda, où d'ailleurs la langue anglaise et la langue française cohabitent. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Donc là, je veux dire qu'avoir organisé cette conférence avec un grand succès que tout le monde le connaît, c'est une chose dont nous devons nous réjouir. Donc, c'était un pari risqué, comme je le disais avant. Il y a eu des missions de vérification de la part du secrétariat général du Commonwealth pour voir combien les infrastructures, est-ce que le pays est vraiment doté d'hôtels à la hauteur d'accueillir la cinquantaine de délégations de chefs d'État, si possible. Et les hôtels, les restaurants, la sécurité, le transport, les véhicules, etc. Et ils ont, toutes les missions qui sont venues auparavant ont donné vraiment la note excellente au Rwanda. Et ça vient de se confirmer. Le Shogam s'est bien déroulé. Tout le monde se réjouit. Si vous allez sur les médias sociaux maintenant, les délégués qui étaient ici au Rwanda, ceux qui sont en train d'écrire, ils disent que c'est le plus brillant. On va suivre un élément justement sur ça tout à l'heure là. Yeah. Mais Damien, vous êtes, vous connaissez bien cette organisation. Vous avez été dans les pays qui ont une histoire forcément avec la Grande-Bretagne et la couronne britannique. Damien, le Rwanda, vous le connaissez depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, vous avez également porté aussi la nationalité rwandaise. Est-ce que étiez-vous surpris de voir que le Rwanda puisse être choisi comme pays d'accueil ou hôte d'un tel événement dans un temps aussi record? Dans le temps, j'aurais pu être surpris, mais actuellement, je n'ai pas été surpris simplement parce que l'organisation, comme nous avons à parler du Commonwealth, en même temps de l'OIF, c'est des organisations qui avaient de l'étiquette précoloniale. C'est comme un regroupement des pays que vous aviez colonisés par le passé. Et ça ne donne pas quand même bonne étiquette comme organisation. Et sur ce plan, je pense que ces organisations aussi ont cette obligation d'évoluer en fonction de si elles doivent continuer à exister. Et vous voyez, même au niveau de l'OIF, un pays comme le Ghana, que je connais bien, d'où j'ai grandi, et je pense que si le Ghana est aujourd'hui membre de l'organisation des pays francophones, alors qu'elle n'a aucune histoire pratiquement avec la colonisation française, qui d'ailleurs suscite dans la mémoire des jeunes comme les pays anglophones, il y a autant de polémiques à travers l'évolution des uns des pays comme des autres. Alors, le Mozambique a cassé la pipe pour pouvoir rejoindre cette organisation. Et je crois qu'à partir de cet instant, et suite à la réunion qu'ils ont tenue justement en Ouganda, et ils ont compris que ce n'est plus une entité de vieilles associés des anciens pays auxquels on a de contrôle là-dessus. Ce n'est pas comme le roi qui réunit ses vassaux. Ce n'est plus le cas. Il faut évoluer. Et là, c'est un pays qui essaie de postuler de part et d'autre. Ce n'est pas seulement les deux pays qui viennent d'être admis qui sont là. Donc, au fond, les valeurs de cette organisation, en parlant par exemple de droits de l'homme, en parlant par exemple de démocratie, de toutes sortes de choses, mais ils ont aussi besoin d'avoir des pays qui ont une étiquette
qui attire la jeunesse, parce que c'est de cela aussi les questions. Vous avez vu l'importance et la valeur qui a été tenue des réunions, plusieurs réunions sur la jeunesse et tout. Donc cette organisation, pour qu'elle puisse continuer à vivre, il faudrait aussi qu'elle s'associe aussi avec des pays comme les pays africains qui semblent émerger et qui pourra aussi rendre crédible cette organisation à la longue, sinon elle risquerait de disparaître. Voilà, justement, on doit revenir sur la conférence de Kigali, ce qu'elle a été. On va un peu se remémorer ce qu'a été notamment les interventions des uns et des autres par rapport à cette 26e conférence de chefs d'État et de gouvernement de la Commonwealth qui s'est tenue ici à Kigali au Rwanda. Et puis, on revient tout à l'heure. C'est ce vendredi qu'a eu lieu l'ouverture officielle du sommet de chefs d'État et de gouvernement de pays membres du Commonwealth, les pays ayant la langue anglaise en partage, devant un parterre impressionnant de dirigeants du monde. Dans son mot d'introduction, le président Paul Kagame a remercié la reine Elisabeth II du Royaume-Uni pour son rôle dans le Commonwealth, affirmant que pendant ses années au pouvoir, elle a contribué au développement de cette organisation et à son expansion. Ici, il faut rappeler que le Rwanda a rejoint le Commonwealth alors que c'est un pays qui n'a pas été colonisé par les Britanniques. Le président de la République, Paul Kagame, a déclaré que le Commonwealth, en tant qu'organisation, doit participer à la recherche des solutions aux problèmes auxquels le monde est confronté, afin qu'il puisse être pris en charge au lieu d'appliquer la politique de l'autruche. Il a donné comme exemple les défis des changements climatiques et comment la technologie peut être utilisée pour créer des emplois pour les jeunes. Le président rwandais a ajouté que cette prédisposition du Commonwealth permet à l'organisation d'attirer de nouveaux membres et de les accueillir afin que les développements puissent être réalisés sans que personne ne soit laissé de côté. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui vient d'achever son mandat de président du Commonwealth et doit passer les flambeaux au président Kagame, a déclaré que la pandémie de Covid-19 a causé de graves problèmes au monde, ainsi que les autres problèmes causés par les changements climatiques. Boris Johnson a déclaré qu'aucune organisation ne pouvait mieux comprendre la gravité de la crise provoquée par le changement climatique que le Commonwealth. Par conséquent, il est de la responsabilité des dirigeants du Commonwealth d'aider ces populations à faire face à ce problème, a-t-il ajouté. Il est revenu sur d'autres sujets, notamment l'éducation des filles, en appelant à la scolarisation de toutes les filles sans aucune discrimination. Le prince Charles a remercié le président Kagame et le Rwanda pour les préparatifs du sommet, alors que le monde faisait face à une grave crise sanitaire. Il a poursuivi en indiquant que la reine de Grande-Bretagne, qu'il représente dans ce sommet, rappelle chaque année, pendant de nombreuses années, que l'organisation œuvre pour la promotion des valeurs communes au pays du Commonwealth. Il a déclaré que le Commonwealth serait toujours un forum permanent et indépendant. Il a affirmé que chaque État membre a la liberté de choisir son mode de gouvernement, une monarchie ou une république. Le prince Charles est également revenu sur sa première visite au Rwanda, où il a visité les mémorials du génocide et a rencontré des survivants du génocide perpétré contre les Tutsis. Tout en travaillant en étroite collaboration avec l'organisation, il a souligné que ses États membres seront plus prospères et pourront surmonter de graves crises. Merci donc à Agnili Dandi, Patrick. Docteur, c'est quand même assez marquant les interventions des uns et des autres, mais j'aimerais savoir, peut-être pour revenir sur l'organisation déjà. Pour qu'une organisation puisse exister, il doit y avoir des intérêts. Et des intérêts communs pour qu'on puisse appartenir, pour qu'on puisse, de son chef, écrire pour pouvoir adhérer à une organisation, c'est que c'est une organisation qui porte, pour laquelle vous portez des intérêts précis. Ou ici, pour citer les propos du prince Charles, qui rappelait, qui parlait de sa mère, la reine Elisabeth, c'est une organisation dont les membres partagent les mêmes valeurs.
Peut-être pour revenir et pour être beaucoup plus précis, quelles sont les valeurs? Aujourd'hui, on parle d'une organisation née par les anciennes colonies de la Grande-Bretagne, mais on ne parle plus des anciennes colonies, mais on parle de valeurs communes. Quelles sont ces valeurs communes aujourd'hui qui les portent et qu'ils partagent et par lesquelles ils voient ou ils entrevoient l'avenir ensemble? Je pense qu'ici, il faudrait revenir à l'origine du Commonwealth. D'abord, le nom, Commonwealth. Ça signifie en français notre richesse commune. Notre richesse commune. Wealth, Commonwealth. De quelle richesse déjà dont on parle ici? Je vais y ici? arriver. Le parlementaire britannique qui a eu cette idée, c'était fin du 19e siècle, a pensé à cet empire qui couvrait une partie de l'Afrique et de l'Asie. Et il a vu loin. Il s'est dit comment garder des liens avec tout cet ensemble géographique, tous ces peuples. On ne parlait pas encore d'indépendance. Mais il voulait que les gens aient certains idéaux, certaines valeurs communes. Et ces valeurs sont le développement social, la démocratie, les droits de l'homme. Principalement ça. C'est principalement la démocratie, le développement social, les droits de l'homme. Mais en filigrane, le parlementaire pensait aux richesses naturelles aussi, au bois, aux minerais, au commerce qui s'était développé à travers les océans. Pourquoi avoir remis, selon vous, pourquoi avoir remis? Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne était surnommée la maîtresse des océans, parce qu'on avait le drapeau britannique sur toutes les mers. Qui flottait sur les bateaux, tous les navires. Sur tous les navires. Et ce commerce est à l'origine du développement économique de la Grande-Bretagne. Qu'on connaît aujourd'hui. Qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas un secret. Même si tu vas en Belgique, c'est la même chose. Si tu vas en France, c'est la même chose. Ces pays se sont enrichis ici. Grâce à 100 ans de colonisation. Donnez-moi un pays comme le Congo pendant 100 ans. Et vous voyez ce que je vais en tirer. Vous avez le bois, vous avez les minerais de tous les... Et vous avez une main-d'œuvre gratuite. C'est comme ça que ces empires se sont enrichis dans ces pays-là. Alors, ce parlementaire britannique, dont je ne me rappelle pas exactement le nom, mais on va voir, c'est penser à la possibilité de garder des liens sociaux, économiques avec les citoyens, les ressortissants de ces pays-là, à jamais. À jamais. C'était ça. Après, plus tard, quand le mouvement de décolonisation a commencé, après la Deuxième Guerre mondiale, les choses ont changé. Les pays se sont séparés, mais ils ont gardé en commun les valeurs culturelles. D'abord la langue qui les unit, qui était le véhicule d'enseignement, de communication. Et certains avaient besoin d'une certaine aide de la part de l'ancien colonisateur. Là, ça serait très, très long, mais la décolonisation britannique n'a pas été aussi barbare que celle de la France. De la France. Oui. La Grande-Bretagne n'a pas vraiment beaucoup de sang sur les mains en ce qui concerne la décolonisation. C'est qu'ils n'ont pas résisté. Peut-être aussi, ça nous pousse un tout petit peu peut-être à écorcher la naissance, parce qu'on essaie un peu, comme l'intitulé de notre émission le montre ou le démontre, c'est le Commonwealth et l'OIF. Comment appartenir aux deux sans complexe. Damien, déjà, vous qui connaissez déjà la plupart des pays francophones sur le continent et surtout que vous soyez originaire du Bénin, est-ce que déjà le regard que portent les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, les Béninois, sur la francophonie, je ne parle pas nécessairement de celle d'aujourd'hui, mais de sa création et de ses objectifs,
et de sa mission et de ses valeurs, vous qui connaissez ou qui avez vécu, qui vivez aux côtés des gens qui appartiennent au Commonwealth, porte-t-il le même regard vis-à-vis de ces deux organisations? Oui, vous savez, il y a toujours un sens patent et un sens latent de tout ce que nous avons dans nos socles, autour de nous. Quand on prend le côté patent des choses, aujourd'hui, on a une jeunesse très mobile en Afrique, que moi, j'ai eu l'honneur quand même de voyager. C'est très cher, mais je crois que j'ai fait presque le tour de l'Afrique. J'ai rencontré des jeunes, pas seulement pour rester dans des hôtels, j'ai discuté avec eux. Les jeunes francophones, quand vous voyez même sur la base des coups d'État et tout ce qui est les réactions de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, ont tendance à croire que le vrai problème du sous-développement de ces pays, c'est lié au fait qu'ils aient été colonisés par un ancien colon qui est considéré comme un mari jaloux qui ne veut pas lâcher. Et ça, il tire sur le CFA, il tire sur beaucoup d'autres implications. Et donc, nous qui sommes dans la société civile, dans le peuple, et qui n'avons pas forcément de positions politiques, on a cette tendance d'avoir à écouter des jeunes qui sont souvent frustrés, qui pour eux, le fait d'appartenir à une organisation comme ça ne leur fait pas honneur. Et donc, ça fait que ces organisations aussi, au fur et à mesure, font tout pour s'améliorer au fur et à mesure. Et donc, quand vous prenez le côté des Commonwealth, on a tendance à croire que les pays du Commonwealth ont plus de liberté, de développement, de progrès que ces pays francophones un peu coincés dans une forme de prison de leur passé, de leur appartenance. Et pour moi, en tant qu'analyste, je crois que j'ai fait quand même des pays comme le Malawi et d'autres pays qui, peut-être, parlent l'anglais, parce que c'est de cela il est question. Les gens ne savent pas qu'il y a plein de pays qui parlent anglais, mais qui ne sont pas membres du Commonwealth. Par exemple, les États-Unis, par exemple, ne sont pas membres du Commonwealth. Et pourtant, ils auraient pu être, parce qu'ils font la promotion de la langue anglaise et tout. Et des fois, on se demande si ce n'est pas une contradiction. Et donc, ces jeunes aujourd'hui, il faut aussi leur admettre que cette façon de voir le monde comme, bon, nous avons eu notre passé colonial qui a été suivi aussi par des croyances. Et donc, il y avait la religion, il y avait les militaires, il y avait les marchands. Donc, tout ça a fait qu'on a tendance aujourd'hui à entrer dans le Commonwealth comme on rentre dans une religion. Et ça, je pense que sur ce point, les jeunes Africains ont cette main tendue en se disant, si on quittait les pays francophones pour aller partout au Sénégal ou en Guinée, partout où je passe avec les jeunes, vous entendez ça, hein, ils se disent pourquoi nos pays ne peuvent pas se détacher de cela. Pour moi, je peux dire dans le sens latent de la chose, c'est que quand vous comprenez une langue, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Si tant est-il que le Commonwealth, c'est déjà sur les bases de la linguistique et même l'OIF. Donc, le fait que ces francophones aujourd'hui veillent vouloir être bilingues à l'aide de l'informatique, où ils ont besoin des informations qui sont d'ailleurs à majorité en anglais, je pense que si c'est une motivation pour aller de l'avant, c'est de bonne guerre, mais il faudrait aussi qu'on connaisse nos limites pour ne pas se lancer comme si c'était dans une religion où il suffit d'appartenir à une certaine organisation pour être ou pour se développer. Le fait d'appartenir à une famille ou à une religion ou à un pays ne fait pas de vous forcément quelqu'un de développé. Mais il y a des faits qu'on ne peut pas nier quand même, que certains pays créent des opportunités plus pour leurs citoyens que d'autres en créent. Mais même si les opportunités sont créées, il faut que les individus puissent aussi en profiter. Et je crois que la même chose s'applique pour ces États-là. Donc il faut qu'en rentrant dans le Commonwealth, même si tous ces pays francophones voulaient rentrer là-dedans, comme certains pays anglophones ont décidé de rejoindre la francophonie, même l'Arabie Saoudite a fait beaucoup d'efforts pour devenir membre de la francophonie. Et le Qatar a dû miser ils ont fait beaucoup de lobbying parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde interconnecté. Aucun peuple, aucune nation aujourd'hui ne peut vivre en isolation. Donc, sur ce plan, je pense qu'il faudrait qu'on soit réaliste et dans notre idéalisme. Donc, ce n'est pas plus l'organisation qui est le problème, mais quelle utilité on peut en faire sans rentrer dans des détails d'appartenance, comme si ça allait encore devenir des raisons de se tirer dessus. Parce que chez nous, c'est très facile d'utiliser des appartenances pour nous diviser ou pour nous faire tuer les uns contre les autres. Et je prie qu'on n'en arrive pas à ça. Voilà, justement, si l'intérêt, les gens continuent à manifester cet intérêt à appartenir à une organisation ou à une autre, tout à l'heure, docteur, vous parliez déjà
du contexte dans lequel cette organisation est née, le Commonwealth. Déjà, vous avez essayé un peu de faire le tableau de ce qu'a été l'organisation. Maintenant, aujourd'hui, peut-être pour revenir aux valeurs dont on parlait aujourd'hui, quelles sont les valeurs sur lesquelles, de manière tangible, cette organisation est bâtie? OK. Là, je voudrais dire que, premièrement, il faut reconnaître la différence culturelle entre la France et la Grande-Bretagne. Par différence culturelle, je veux dire ceci. La colonisation française et la colonisation britannique sont totalement différentes. Le langage politique britannique et le langage politique français sont comme sont vraiment très différents. Ça veut dire quoi? Les Anglais, dans leur culture, ne veulent pas casser. Ils ne veulent pas dire non, tu fais ça ou tu fais. Ils ont une façon plus ou moins arrondie de vous dire, est-ce que vous pourriez faire ça, et donner des conseils au lieu de donner des ordres. Ils n'ont pas d'attitude qu'on a appelée l'attitude paternaliste. Voilà, pas d'attitude paternaliste comme c'est remarquable. Vous vous rappelez, ce n'est pas un secret, lorsque le président François Hollande est arrivé à Dakar, il disait « Je suis venu vous dire ». À Dakar, vous vous rappelez? Je suis venu vous dire. Ça, les Anglais ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire qu'il était venu de Paris pour venir s'adresser au chef d'État africain, comme s'il donnait des ordres à des enfants. Au XXIe siècle, là. François Hollande, c'est... Oui, justement, là, nous parlons du XXIe siècle, quand même. Nous ne parlons pas du soleil des indépendances. La valeur à l'origine de la différence, c'est la culture. La culture française, la culture anglaise, britannique sont vraiment différentes. Donc là, le Commonwealth, comme je l'ai dit, il est basé d'abord sur les anciennes colonies. Damien le disait, l'OIF aussi est basé sur les anciennes colonies. C'est toujours la langue qui leur permet de se rencontrer. Mais les approches sont différentes. Le Commonwealth, d'abord, par son origine, avant même le mouvement de décolonisation, vous voyez bien qu'il n'est pas la conséquence de la décolonisation, mais il vient avant la décolonisation. Tandis que l'OIF, c'est après. Vous vous rappelez lorsque le général de Gaulle proposait aux colonies françaises l'indépendance dans l'Union. Le vote du 28 septembre 1958. Quand Sékou Touré a dit non à De Gaulle. Il a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Mais il a dit tout de même, tu veux l'indépendance, on te la donne. C'est lui qui veut l'indépendance, on la prendra. C'est ce que De Gaulle disait. Et Sékou Touré en a eu. Il le disait dans Brazzaville, le discours de Brazzaville. Il était à Brazzaville. C'est lui qui voudra l'indépendance, il la prendra. Et les gens qui étaient de l'autre côté à Léopoldville, à Kinshasa, disaient les autres vont avoir l'indépendance. Ça serait une autre longue histoire. Mais comme De Gaulle aussi ne voulait pas complètement perdre les anciennes colonies qui avaient beaucoup de richesses naturelles, il a proposé l'indépendance dans l'Union. C'est-à-dire, vous restez avec nous, nous avons des liens privilégiés, économiques privilégiés, et nous devenons vos partenaires privilégiés dans le commerce. Beaucoup de pays ont voté oui. Donc, Sékou Touré a dit, il a claqué la porte. Et évidemment, il a souffert. Il a souffert pendant plusieurs années. Il a été marginalisé. Il s'est tourné vers l'Union soviétique. Il a commencé à trouver d'autres solutions, mais dans beaucoup de difficultés. Tandis que pour le Commonwealth, on n'a pas eu de cas pareil. Et on a eu, il y a de temps en temps des pays qui exagèrent dans le non-respect des droits de l'homme et qui se font donner des remontrances et puis les choses s'améliorent. Il y a eu le cas du Nigeria. Le Nigeria, en 1995, elle avait été suspendue à cause des problèmes internes. La guerre du Biafra, oui, tout ça. La guerre du Biafra. Entre plus récemment, le Cameroun et la période de Sani Abacha. Ouais. Hein? Il y avait beaucoup de mouvements
de rebelles, il n'y avait pas de paix, il y avait une certaine arbitraire, il y avait des coups d'État militaires chaque année, pratiquement avec effusion de sang. Et le Nigeria a été plus ou moins suspendu. On a eu aussi le cas du Zimbabwe. De Zimbabwe récemment. Lorsque Mugabe a claqué la porte, c'est lui qui a claqué la porte. Il est parti du Commonwealth. Là, ça arrive, mais ce sont des cas limites. Sinon, le Commonwealth a cette qualité de reconnaître une certaine diversité culturelle, une certaine démocratie culturelle, c'est-à-dire adaptée à l'histoire sociopolitique du pays. C'est, je pense, ce qui semble attirer les pays francophones qui trouvent que dans le Commonwealth, d'abord, il faut voir l'intérêt de se réunir, l'intérêt de rencontrer des collègues. 40 chefs d'État réunis. En réalité, lorsque vous vous rencontrez à Kigali, il y a plusieurs réunions. Il y a des gens qui se réunissent dans les chambres. Oui, justement, il y a plusieurs sommets. C'est l'occasion de rencontrer le Premier ministre de l'Inde, vous rencontrer à Kigali et vous lui parlez de... Je parle par exemple du président du Nigeria. Donc malheureusement, il n'est pas venu, le Premier ministre Modi, mais qui a envoyé un message. Damien, on parle tout de même, parmi les valeurs que prône le Commonwealth, c'est les droits humains, les droits de l'homme. Mais lorsqu'on revient déjà à l'OIF, une organisation née aussi de la volonté de la France, cette France qui se veut être porteuse des droits de l'homme avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, déjà à l'époque de la Révolution française et puis ce qui s'en est suivi. Pourquoi on a tendance d'avoir des pays traditionnellement francophones qui veulent aller de l'autre côté, du côté Commonwealth, et la tendance n'est pas forcément la même de l'autre côté, de Commonwealth à l'OIF. C'est quoi l'intérêt? Que poursuivent ces pays traditionnellement francophones vers les autres? Est-ce que c'est l'herbe verte qu'il faut aller brouter? Vous savez, moi, il y a du pâturage en face. Je suis dans la masse et je crois que si je suis là en tant que représentant d'un laboratoire d'idées, un think tank qui observe, j'écoute aussi beaucoup parce que c'est de cela il est question. De la société civile. Je parle d'abord de ce que disent les critiques. Mon cher frère sénateur venait de dire que certains pays comme le Zimbabwe avaient été suspendus, le Nigeria et autres, compte tenu de certaines violations de certaines règles. Et souvent, les compromis qui se passent de l'autre côté, je pense que les gens, les critiques aujourd'hui trouvent que des pays, et il faut les nommer, comme le Togo, comme le Gabon aujourd'hui, qui frappent à la porte, qui ont frappé jusqu'à vraiment, on vient de les accepter. Leurs critiques, je ne suis pas le porte-parole de leurs critiques, mais leurs critiques disent que c'est une façon de laver leur image pour des pays dont c'est la même empire qui a résisté pendant longtemps et qu'ils ne respectent pas forcément ceci et cela. Mais moi, je pense que de mon côté, quelque chose qui peut déjà réunir les gens, c'est déjà positif. Et je pense qu'il faut voir la chose de façon beaucoup plus objective que subjective. Et donc, à mon avis, il ne faudrait pas peut-être perdre de vue le fait qu'aujourd'hui, vous voyez autant de jeunes Gabonais qui viennent ici simplement pour apprendre l'anglais. Ils sont pleins, les avions se remplissent. Rwandais n'a même plus d'espace aujourd'hui pour quitter Libreville pour ici. Parce que ceci a été déjà annoncé par leur président pour dire on veut aller vers le Commonwealth. Donc, si ça peut donner d'espoir à ces jeunes qui peuvent postuler pour des bourses, parce que le Commonwealth donne des bourses et tout ça. Donc, ces aspects relativement avantageux et que ces gouvernements aussi doivent se moderniser et s'adapter aux exigences de la jeunesse qui a tendance aujourd'hui à croire, comme je l'ai dit précédemment, que le problème c'est dans la langue. Moi je parle français, je parle couramment anglais, je parle d'autres langues aussi, mais ça ne m'enlève pas. La langue ce n'est qu'un outil de travail pour les êtres humains. Donc quand on commence mais Damien, lorsque vous dites ça, soyons un peu réalistes et regardons les choses en face. Quand même, il y a deux côtés. Juste à côté, il y a la situation politique. Nous savons bien la position de Libreville face à la France sur certaines questions économiques.
On a le Gabon qui n'a pas encore été annoncé membre du Commonwealth, mais depuis un certain nombre d'années. Oui, On voit Ali Bongo qui s'exprime publiquement en anglais, qui fait ses discours en anglais. Déjà, avec toute l'histoire qu'on connaît du Gabon et de la France. Est-ce que, n'est-ce pas là peut-être aussi, au-delà, un message que Ali veut passer soit à la France ou à d'autres organisations? C'est peut-être pas une façon de dire, écoute, on peut vivre ailleurs, on peut vivre mieux ailleurs qu'ici. Vous savez, quand le président Ali Bongo, justement, était à l'île Maurice pour faire des investigations au sujet de comment il peut changer son pays d'un pays anglophone vers un pays francophone, ou du moins un pays bilingue, qui parle en même temps français et anglais. Il avait ses motivations. Il avait ses motivations depuis son départ. Et moi, j'étais, par coïncidence, à l'île Maurice pendant cette visite. Et j'ai suivi tous les reportages qui ont été faits là-dessus. Et ce que j'ai remarqué, c'est quoi? L'île Maurice a une histoire avec la France, parce que la France les avait colonisés, après les autres, et maintenant, la Grande-Bretagne aussi a chassé les Français pour pouvoir coloniser, et aujourd'hui, à l'île Maurice, tout se passe en anglais. À l'officiel, j'étais récemment avec l'ancien président de l'île Maurice ici, mais quand on s'est vu, le protocole nous a présenté en anglais, mais rapidement on a changé en français, parce que pour parler des choses sociales, la vie familiale et tout se passe en français, mais dans les protocoles, tout ce qui est officiel, c'est en anglais, mais la langue de vie, la langue sociale, la langue culturelle de l'île Maurice, c'est le français. Donc je pense que si c'est de cela qu'il est question, alors... C'est un modèle parfait pour le Gabon? C'est un modèle parfait pour le Gabon quelque part. Maintenant, le fait que ça devienne une des choses à couteau tiré, parce que le Rwanda, justement, qui est aussi un modèle pour le Gabon aujourd'hui sur ce plan-là, le Rwanda, quand même, quand il s'est démarqué, d'abord d'une manière un peu plus brusque de la France, en devenant un pays anglophone, d'abord pour accéder à l'OIF et au Commonwealth. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, c'est nous qui dirigeons la francophonie. Et donc, quand vous voyez ces aspects aussi, c'est pour dire il faut être dans votre idéalisme, il faut être réaliste. Donc, il ne faut pas aussi être borné pour dire, bon, le fait de quitter une organisation puis une autre va changer votre vie. C'est comme changer une religion. Ça ne changera pas grand-chose tant que vous ne vous changez pas de votre intérieur. Donc, le fait que le Rwanda tend la main aujourd'hui renvoie encore... Parce que c'est surprenant. Moi, quand je venais ici, je me suis dit, voilà un pays qui a pu se débarrasser de la France. Donc, moi, on venait avec cet engouement. On était des jeunes anglophonisés. On se dit, bon, voilà. Bon. Et il y a ce complexe aussi qu'il faut admettre. Donc, le Rwanda aujourd'hui aussi réaliste, parce que je ne pense pas que notre président parle couramment français, même sur les interventions qu'on mais il est revenu aujourd'hui sur la francophonie, il fait tout pour que la France ait son espace ici et tout, parce que qu'est-ce qu'il a à perdre? On peut même prochainement organiser cette réunion qu'on a organisée pour le Commonwealth, la même chose pour la francophonie. Donc, pour moi, si on est aussi stratégique, et on sait ce qu'on cherche, le fait d'appartenir à une organisation ne pourra ni être l'handicap, ni être la seule chose qui va transformer les choses. Il faut pouvoir en tirer. Parce qu'il y a des pays qui sont dans ce Commonwealth depuis longtemps et peut-être qu'ils ne vont jamais organiser peut-être une organisation de cette envergure comme celle que nous venons de connaître ici, en étant juste membre depuis 2009. Donc je pense que cet aspect de la chose, il ne faudrait pas le négliger. Et donc, il faut être vraiment stratégique dans nos positions en sachant que si on rejoint une organisation, c'est pour voir au-delà. Ce n'est pas juste pour dire on est là par le nom, parce que si ça devient un combat d'idéologie, on risque de revenir, ça risque de nous desservir en réalité. Est-ce que, docteur, il y a également la configuration de la politique à l'international et aussi une configuration qui est également dictée par des intérêts géostratégiques. Par exemple, on parle des anciennes colonies. Pour ce qui est du Commonwealth et aussi de l'OIF, il y a des anciennes colonies principalement qui sont membres de ces deux organisations. Mais lorsqu'on voit par exemple un pays comme le Qatar, qui vient de loin, de l'Asie, venir frapper à la porte, je veux devenir membre de l'OIF, je veux devenir membre... Dans la conférence de Kigali, on a vu Al-Thani, l'émir du Qatar, comme invité. On est invité parce qu'on a aussi voulu être là.
peut-être comme observateur. Exactement. On voit le cas de la Palestine, par exemple, qui veut aussi pour ce qui est de l'Union africaine. Enfin, mais pour revenir aux deux organisations, par exemple, un pays comme le Qatar, qui parle l'arabe principalement, c'est vrai, l'anglais aussi, une langue qu'ils utilisent. Qu'est-ce que le Qatar vient chercher? La francophonie. Écoutez, au niveau de la francophonie. Il faut voir dans tout cela une question de leadership. C'est simple. Le président du Togo, il a fait une maîtrise aux États-Unis. Il parle couramment anglais. Le président Faure Gnassingbé. Oui, oui. Le président du Gabon, la même chose. La même chose. Il a fait aussi une maîtrise aux États-Unis. Il parle couramment anglais. Le président Ali Ben Bongo. Oui. Et maintenant, si le Rwanda a demandé à adhérer au Commonwealth, c'est à cause de l'histoire récente du Rwanda. Le leadership du Rwanda, ce n'est pas un secret. Le FPR est venu d'Ouganda, composé en majorité d'anglophones, qui ont rencontré des francophones venus du Zaïre, de l'ex-Zaïre, du Burundi, du Rwanda. Réfugiés rwandais dans les pays limitrophes. Et nous avions une dent contre la France. Il faut peut-être le dire. Parce que le malheur justement de ces anciens réfugiés, la France y était pour quelque chose d'une manière ou d'une autre. L'implication de la France dans le génocide perpétré contre les Tutsis, c'est une évidence. Il y a beaucoup de documents qui l'ont prouvé. Et le Rwanda, en 1999, voulait complètement se détacher du bloc francophone. C'est pourquoi les programmes, je me rappelle, j'étais à l'université, les programmes, on a commencé à enseigner en anglais. Il y a certains étudiants qui ont refusé d'étudier en anglais. En français. Ils ont refusé le français. Ils ont refusé le français. Et puis, on a finalement trouvé une solution. La langue d'enseignement est progressivement devenue l'anglais à partir de 2007. C'est en 2007 seulement qu'on a commencé à enseigner en anglais pour toutes les facultés. Mais je voudrais tout simplement vous dire que poser sa candidature pour adhérer à une autre organisation, c'est le sommet de l'État, c'est le leadership, c'est la vision. C'est la vision du leadership en place. Et les intérêts ne manquent pas. Les intérêts ne manquent pas. Et je pense qu'avoir adhéré au Commonwealth, pour nous, c'est un avantage. Comme Damien le disait, même des pays comme le Gabon, le Togo. Et je pense aussi, on a à un certain moment aussi parlé du Congo-Brazzaville. Ils sont aussi candidats, ils sont à l'observation. Oui, ils sont aussi intéressés. Et le Cameroun, à cause de son histoire, est déjà membre. Le Cameroun est membre parce que le Cameroun a deux parties, la partie francophone et la partie anglophone. Mais progressivement, je pense qu'il y a d'autres pays qui vont y adhérer. Et cette appartenance à l'ensemble britannique, à l'ensemble colonial britannique, à l'empire britannique, à la langue anglaise, va progressivement se dissiper. Nous avons maintenant des traducteurs. Tu peux participer à toutes les conférences dans n'importe quelle langue. Il y a la traduction simultanée. Il n'y a pas de problème. L'intérêt, c'est quoi? Comme je le disais, l'intérêt, c'est de rencontrer des collègues. Oui. Discuter d'autres agendas qui ne sont même pas ceux qui vous ont réunis là-bas. Je vous disais qu'il y a des réunions qui se tiennent après les réunions. Il y a des réunions officielles et il y a... Et des réunions en parallèle. Oui, il y a des réunions parallèles. Le chef de l'État de tel pays a rencontré son collègue pendant 30 minutes et ils ont réglé un problème. Ils ont signé un protocole. À Kigali. D'une pierre deux coups. Voilà. D'une pierre deux coups. Donc là, adhérer, je le disais dans une autre émission, adhérer à une organisation, c'est toujours un avantage. Regardez par exemple l'East African Community. Mais lorsque vous adhérez à une autre... Nous avons six pays membres de la communauté économique est-africaine. Le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Sud-Soudan, le Sud-Soudan et l'Ouganda. Tous ces pays sont membres du Commonwealth, à part le Burundi. N'est-ce pas? Si je me trompe. Oui, mais le RDC n'est pas encore membre du Commonwealth, mais ça peut être aussi une tendance avec le temps. Moi, dans mon analyse simple, je me dis qu'à un certain moment, même le Burundi pourrait demander à être membre du Commonwealth. La possibilité de rencontrer les autres chefs d'État là où la réunion se tient. Est-ce que déjà le fait
parce qu'on a tendance à toujours comparer les deux organisations, j'aimerais peut-être savoir si l'appartenance à une organisation n'est pas au dépens d'une autre. Parce que le fait qu'on puisse avoir cette, entre guillemets, cette émigration... Moi, je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Damien? Toutes les deux organisations vont continuer. Je crois que... Aucune ne sera biaisée, aucune ne sera lésée, aucune ne sera... ne va pas perdre peut-être de l'aile. Bon, nous parlons du Rwanda comme cas d'espèce de ce cadre. On aurait pu être en train d'organiser le Shoga MENA dans un contexte où le français est totalement enterré et même on ne pourra même plus retrouver peut-être sa tombe. Mais actuellement, c'est comme si on est au volant des deux organisations. Et ça, je pense que quand le président parle d'être réaliste et idéaliste à la fois, il faut que cet aspect aussi résonne avec les nôtres. Parfois, on a tendance à être très accrocheur ou à se dire, ce n'est pas une question de mariage. Même dans certains pays, il y a le mariage de polygamie. Donc, ce n'est pas un mariage où on dit si on marie, parce que c'est l'impression qu'on avait. Si tu es marié au francophone, tu ne peux plus te marier à d'autres parce que tu ne peux pas être polygame. Mais dans ce cas d'espèce, ce n'est pas une question de mariage. Et même le mariage, il y a la polygamie qui existe, même si les Occidentaux ne l'ont pas accepté. Chez les Arabes, tout ça, c'est même dans la culture tradition africaine, la polygamie existe. Donc, il faut qu'on sorte du déni. Tant que vous vous associez avec les autres dans cette ère où aucun pays ne peut se vivre en autarcie, je pense que c'est une utilité, c'est un avantage. Donc, le fait de chercher des opportunités pour vos jeunes, par exemple, ils ne vont pas se plaindre de vous parce que vous les ouvrez des portes. Donc, sur ce plan, je pense qu'il faudrait qu'on sorte de cette jalousie. Et vous le voyez même avec des religions. Vous voyez deux religions de réveil qui sont là, qui utilisent la même Bible, des mêmes versions, mais quand le fidèle va écouter cette même parole de Dieu auprès de l'autre pasteur, ça devient un scandale. Pourquoi ça devait être un problème? Donc je pense qu'il faut qu'on grandisse dans nos façons de voir le monde pour ne plus tomber dans ces bassesses. Je crois qu'on peut appartenir à n'importe quelle organisation ou à n'importe quel groupe. Tant que ça nous apporte quelque chose, on n'a rien à perdre, c'est de bonne guerre. Mais il faut qu'on ait aussi nos appoints pour qu'on ne devienne pas aussi dilapidé dans toutes ces organisations. On ne vit pas que pour ça. On vit, nous avons par exemple notre tradition, notre culture. Si on peut tricher quelque chose de ces gens, par exemple, et rendre aussi le Kenya-Rwanda ou des langues africaines comme le Kiswahili aussi dominant. Parce que les Chinois aujourd'hui, ils ont créé leur centre pour dominer le monde. C'est toute une question de rapport de force, de lobbying, d'avantages comparatifs. Donc pour moi, les Africains, il faudrait que quand il s'agit des religions, comme si ça s'agit des organisations ou même de l'appartenance à quoi que ce soit, il faudrait plus qu'on soit tranché, soi-disant, on appartient à une seule personne. Ce n'est pas un mariage. Et donc, on doit pouvoir aller au-delà. Peut-être aussi, on s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission. Il faudrait peut-être ajouter une chose. Non, j'aimerais bien peut-être aussi qu'on revienne sur les... Il y a le Rwanda qui a accueilli cette conférence des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth. Mais parmi les faits qui ont marqué cette conférence, c'est également la prise des fonctions du président Paul Kagame comme nouveau président. Pendant 2 ans. Donc il a pris la présidence du Commonwealth. Il a donc il a pris la place qui était donc occupée par Boris Johnson, qui est le Premier ministre britannique. Peut-être aussi Hichem va nous aider avec quelques tweets, notamment le tweet du président de la République, Paul Kagame, qui a donc remercié, il a remercié tous les 4000 participants qui donc ont pris part à cette conférence de Kigali, aux leaders. Il a dit que c'était vraiment un honneur pour le Rwanda d'accueillir une telle conférence. Justement, au-delà de ça, il y a d'autres personnes qui ont réagi également à cette prise des fonctions, et à le président Museveni et d'autres personnalités qui ont donc réagi. Mais, docteur, c'est quoi effectivement le rôle et l'influence du président du Commonwealth, donc avec sa présidence? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui peut initier? Par exemple, on l'a vu avec l'Union africaine, certaines réformes aujourd'hui qui ont été initiées par le président Paul Kagame. C'est quoi effectivement, ou de manière pratique, son rôle à la tête de cette organisation pour les organisations pour les 2 prochaines années? Ok, moi je pense que
un mandat de 2 ans, c'est vraiment trop court pour faire beaucoup de... À l'Union africaine, c'était Mais l'Union africaine, c'était une année, mais tout de même, il y a des réformes aujourd'hui qui font de l'Union africaine. L'Union africaine aujourd'hui se base malgré cette courte période. C'est ça. Moi, il y a une certaine dimension qui me semble manquer dans le Commonwealth. Laquelle? C'est les échanges économiques. Il n'y a pas de lien privilégié, de liens économiques, d'échanges économiques entre les membres par rapport à ceux qui ne sont pas membres. Je veux dire quoi? Je veux dire que la possibilité d'investir, la possibilité d'investir, d'exporter, d'importer, privilégier des échanges commerciaux entre les pays membres par rapport à ceux qui ne sont pas membres de l'organisation. Donc, cette dimension économique manque. Ce qui est privilégié dans le Commonwealth, c'est la dimension politique, la dimension sociale, la dimension, le bien-être social, les droits de l'homme. Mais pour les Africains, nous entendons par là l'aide, l'aide économique. Pourquoi est-ce que, par exemple, Unibank ou bien une autre organisation économique des Commonwealth ne pourrait pas donner des prêts à des taux préférentiels aux pays membres du Commonwealth? C'est possible. Si, par exemple, on pouvait prendre un crédit à 10%, pourquoi cette banque ne pourrait pas donner peut-être à 5%? C'est ce qui me vient en tête. Donc là, je pense que le président de la République du Rwanda, pendant ces 2 années, je ne sais pas ce qui est dans son agenda, mais je pense qu'il va certainement, il va penser à développer des liens privilégiés en matière économique pour que les pays membres puissent en tirer quelque chose. On trouve qu'il y a possibilité d'emploi pour les jeunes, éducation, les bourses, il y en a déjà, mais possibilité, par exemple, de trouver des emplois, d'émigrer, d'obtenir des visas sans problème. Nous avons déjà ouvert notre pays à tous les pays du monde. Maintenant, on arrive, on a son visa à l'aéroport. Il faudrait que les pays membres du Commonwealth aussi réfléchissent dans ce sens. À la possibilité de permettre à les citoyens de circuler. La libre circulation des biens des personnes. Oui, oui. Bon, c'était le cas jusqu'en 1983. On allait en Grande-Bretagne sans visa pour les pays membres du Commonwealth. Jusqu'en janvier 1983. Il n'y a pas longtemps, à peine 40 ans. Mais avec le grand nombre d'Indiens qui allaient en Angleterre, le grand nombre de Jamaïcains, de Guyanais, etc., l'Angleterre a fermé la porte. Voilà, en tout cas, au président de la République, Paul Kagame, on lui souhaite bon vent et surtout plein de succès dans ses nouvelles fonctions. Ces 2 ans de dur labeur, parce que tous les membres auront tous les yeux rivés sur lui, voir ce qu'il a initié au niveau de l'Union africaine, ce qu'il pourra initier au niveau du Commonwealth. On ne peut que lui souhaiter plein succès. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Le docteur Ravudimana Emmanuel, vous êtes membre du Sénat et principalement vous faites partie de la commission Affaires étrangères au Sénat. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Damien Mozone, qui est donc fondateur du groupe AINA Think Tank. Merci beaucoup d'avoir apporté plein de choses qui ont donc enrichi notre émission. Grand merci également à Shema Blaise qui a réalisé cette émission et toute l'équipe qui m'a permis de vous atteindre de chez vous. À mon nom propre, Eddy Sabiti, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule propos.